bonsoir. Heureux à nouveau de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Nous sommes en fin de semaine, c'est dimanche, 19h-20h. En 1h52, nous allons essayer de débriefer l'actualité en la commentant et en l'analysant, je vous en prie, avec l'invité de ce dimanche, un élu local, élu municipal, maire de la commune d'arrondissement de Loum, spécialement venu ici dans nos studios pour évidemment accompagner la lecture de l'actualité cette semaine, Guy Mesmer Kouyaté Wambo, avec lui, par ailleurs, cadre du SDF, du Social Democratic Front, le parti de John Frondi, dont vous savez que l'actualité est assez abondante autour de ce parti, avec la toute dernière information. Tout à l'heure, le comité régional SDF pour le littoral s'est réuni à la demande de son président, Jean-Michel Nitieux. Et là-bas, on parle de l'exclusion, pour tout au moins ici dans la région du littoral, du vice-président Joshua aussi, ce qui marque ainsi la suite d'un feuilleton qu'on observe depuis déjà entre les cadres, ou ces deux cadres du SDF. Mais ce n'est pas la seule actualité. On parlera également de l'Assemblée nationale, ou à nouveau, ou alors du Parlement. Les présidents sortants, Marcel Niat Difendi pour le Sénat et Kavaye Djibril pour la Chambre basse, l'Assemblée nationale, ont été réélus au perchoir. C'était cette semaine. On aura évidemment l'analyse que fait l'invité de cette question-là. On parlera de la Covid, cette pandémie mondiale pour laquelle c'est observe que le gouvernement fait un pas en avant, deux pas en arrière, ou du moins essaie de tâtonner sur la question du vaccin. Le vaccin qui ne fait pas l'unanimité dans le monde. Le Cameroun, pour l'instant, n'y va pas tout de go. Il observe encore. On va en parler également dans le cadre de cette émission. Parce que l'invité est un élu, on parlera de la décentralisation. Bien sûr, autre sujet, on va le découvrir également. Cette sélection ou alors la convocation des joueurs de l'équipe nationale de football pour des éliminatoires de la CAN prochaine. Merci à nouveau d'être des nôtres. Bonsoir, Guy Mesmer. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, M. Dipita. Je profite de l'occasion pour adresser un bonsoir chaleureux à tous vos téléspectateurs et particulièrement aux populations de la ville de Loum. Je suis assez nombreux ce soir. Ah ben, je voudrais dire un bonsoir spécial à Loum. Mais je m'attendais peut-être un bonsoir spécial aux militants du SDF aussi. Il faut dire que quand on est un élu, on cesse d'appartenir à un parti politique. Absolument. C'est la nation. Vous pensez que les militants du SDF sont sereins avec tout ce qui se passe? Assez serein, je le dirais. Bon, quand vous dites avec ce qui se passe, je voudrais bien que la question soit précise. Mais la question, elle est plus, je veux dire, je l'ai dit à l'entrée de l'émission. Jean-Michel Nitieux a convoqué le comité régional, ou du moins une forme de NEC régional aujourd'hui, à l'issue duquel il fait remarquer, ou alors on observe que dans la résolution prise, le 8-2 régional a été appliqué à l'endroit de Joshua aussi. Moi, je pense que c'est assez maladroit et je dis que c'est assez déplorable de voir que les gens se mettent en spectacle en ce moment où le parti a besoin de se reformer et de se ressouder pour avancer. Je ne dirais pas que le parti se porte mal. Ça, c'est un problème qui est entre deux personnes. Okay. C'est-à-dire entre M. Nitieux et M. Ossi. Et je pense que le parti ne doit pas se trouver embué dans ce genre de guéguerre. Et ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui le comité exécutif extraordinaire régional s'est tenu et qu'à l'issue de ce comité, M. Nitieux a pris cette décision ou bien a fait adopter cette décision, je dis que ça c'est de la manipulation. Le parti n'a pas besoin de se mettre en spectacle. Et moi je le dis pour plusieurs raisons. Je pense que ce n'est pas la première déclaration ou bien ce n'est pas le premier acte qui est posé par l'honorable Nitieux. Je crois que j'ai également suivi ses interventions dans l'une des radios de la place où il disait que Ossi était l'auteur d'une haute trahison. Il parlait de la forfaiture et également il accusait M. Ossi de tous les maux. Mais la seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que ça fait 3 ans que l'élection présidentielle a eu lieu. Et pourquoi est-ce que l'honorable Nitieux n'a pas pu faire ces déclarations ou bien n'a pas pu faire ces accusations? Moi, je crois qu'il faut être sérieux. Et en ce qui concerne M. Ossi ou M. Nitieux, ils ne doivent pas entraîner le parti dans leur lutte de positionnement. Et moi, je crois que cette querelle n'a rien à voir avec le parti politique, notre parti politique. Et moi, je crois, à mon humble avis,
que c'est peut-être deux personnes qui ont eu un deal et que ça n'a pas marché. Donc moi, je pense que c'est ce que je pourrais dire en ce qui concerne cette Un deal au détriment du parti, un deal? Bon, il faut être honnête. Moi, je crois que notre intention aujourd'hui, c'est de mettre en garde les militants et les sympathisants du SDF pour ce qui se passe actuellement. D'accord. Je crois que pendant l'élection présidentielle, M. Ossi et M. Nintier, c'était mon pied. Et moi, personnellement, je suis allé voir l'honorable Ossi, Nintier, pour lui faire part du fait que moi, je n'étais pas assez convaincu de la façon dont la campagne avait été engagée. Parce que vous ne pouvez pas être investi par un parti et faire comme si vous allez engager une campagne en dehors de la base du parti. Et je crois que quand je suis allé voir M. Nintier, nous avons discuté à ce sujet et il m'a dit que non, il a interpellé M. Ossi et il pense que la stratégie qui est adoptée par M. Ossi est la bonne et qu'il fallait le laisser et que le SDF avait une chance plus que jamais de battre le parti au pouvoir. Et moi j'ai rigolé et j'ai dit bon, j'attends bien voir. Donc si après les élections, c'est là où tout le problème commence. Parce qu'il faut être honnête et dire aux téléspectateurs et à l'opinion nationale qu'il ne faudrait pas qu'on prenne ce chiffon. Donc les gens veulent absolument entacher le SDF avec. Aussi un problème avec Nintier. Et moi je crois que le problème part du poste au niveau de l'Assemblée nationale. Le poste de questeur. Oui. Je rappelle que Joshua aussi a été élu questeur lors du renouvellement du bureau. On va voir l'élément tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Bon, disons qu'en réalité, selon les informations, je suis dans le parti. Et je crois qu'il y a peut-être eu un deal entre Ossi et Nintier. D'accord. Et ça n'a pas fonctionné. Parce que, figurez-vous, quand par exemple M. Nintier dit que Ossi est allé au secrétariat d'État, je crois que c'est... Au secrétariat général de la présidence de la République. Et qu'il a reçu de l'argent pour combattre le candidat du MRC. Pourquoi 3 ans après, pourquoi avant, M. Nintier n'a pas fait ces dénonciations? Si M. Ossi est donc allé recevoir cet argent, il va de soi qu'il faut donc comprendre que peut-être c'était en accord avec M. Nintier et que dans le cadre peut-être du partage, les gens n'ont pas pu. Hein? Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que en ce qui me concerne, on n'a pas besoin de voir deux responsables du SDF à se mettre en spectacle. Ça ternit l'image du parti et je crois que s'il fallait exclure quelqu'un, les deux devaient être exclus au même moment. Parce que je ne pense pas que ça, c'est que M. Nintier a fait aujourd'hui, c'est la manipulation. D'accord. Et je ne pense pas que le parti peut entériner ça. Le comité exécutif régional n'a pas qualité pour donner un 8-2 à un président, à un vice-président. Cela, justement, je voudrais que vous nous essayiez de nous expliquer comment ça fonctionne dans votre parti. Le NEC national s'est réuni il y a, je crois, 2 semaines, une dizaine de jours à Yaoundé, et a évoqué la question. Est-ce que ce n'est pas une forme de, si on repart un peu dans l'architecture judiciaire du Cameroun, Cour suprême, si on peut le dire comme ça, est-ce que le comité régional est encore fondé de revenir sur cette problématique Moi, je crois qu'il faut reconnaître que c'est une diversion. Okay. Et personnellement, j'ai entendu, par exemple, le Royaume Nintier dire qu'il était en pré-campagne. Donc ça suppose qu'il aspire à être le président national du SDF. Il a également dit que le chairman était son mentor. Et moi, je crois que je dirais que ça, c'est un copier-coller provenant du RDPC. C'est-à-dire, le pays va mal, mais tout le monde est responsable, sauf le chef de l'État. Aujourd'hui, je crois que si le Ram Nintier essaie de développer, de s'aventurer dans ce genre de chemin, c'est ce que nous appelons vulgairement au quartier la Talakou. Donc, pour ce qui me concerne, le NEC a statué. Et je crois qu'on a essayé un peu d'arrondir les angles parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de déstabiliser le parti. D'accord. L'objectif, c'est de mettre chacun face à ses responsabilités. Et je crois que c'est ce que le NEC a fait en mettant l'honorable aussi face à ses responsabilités. Aujourd'hui, ce que l'honorable Nintier a fait, moi je crois que c'est davantage des situations qui viennent compliquer la vie du parti.
Et en ce qui me concerne, notre parti n'a pas besoin de ce genre de spectacle. En ce moment. Il faut réformer le parti et poser des bases nouvelles pour que le parti redore son image, retrouve son image d'antan. Jusqu'où peuvent aller ces deux responsables? Je veux dire, est-ce que cette bataille, d'abord, avant d'y arriver jusqu'où, n'y a-t-il pas des fenêtres, des personnes qui tirent sur les ficelles, qui c'est peut-être au-delà de Nietzsche, au-delà de Joshua aussi, puisque vous le dites, la bataille pour remplacer le chairman est véritablement lancée. Est-ce que l'un ou l'autre, que ce soit Nietzsche ou Joshua, n'est pas l'instrument d'un clan, d'un groupe qui voudrait prendre le contrôle de ce parti? Non, moi je ne pense pas. Je pense que chacun joue son... en fait, je veux dire que chacun... tous deux sont des opportunistes. Et chacun joue son jeu personnel. Moi, je ne crois pas que les deux travaillent pour la cohésion du parti, ni dans l'intérêt du parti. Dire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, moi je crois que ce serait... je pense que ce serait mal placé. Okay. Parce que ce que j'observe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la déclaration du chairman, du fait qu'il a décidé de se retirer en tant que président national du parti, est un déclencheur. Est un déclencheur. Et je voudrais certainement dire aux uns et aux autres que peut-être M. Nietzsche s'est déclaré, M. aussi peut-être ne s'est pas déclaré, mais il faudrait qu'ils sachent, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas certainement les seuls à aspirer ou à vouloir, à prétendre à ce... Y a-t-il une troisième voie? Pardon? Y a-t-il une troisième voie? Non, je ne suis pas dans une boule de cristal. Moi, je crois qu'en réalité, l'objectif que nous avons au niveau du parti, c'est de restructurer le parti. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui la préoccupation, que ce soit de M. Nietzsche ou de monsieur aussi. D'accord. Vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui, le SDF, regardez le nombre d'élus aujourd'hui que le SDF a. Comment vous pouvez expliquer ça? La plupart des temps, on accuse le code électoral. C'est vrai, le code électoral au Cameroun est taillé sur mesure, peut-être pour servir un individu. Mais vous ne pouvez pas justifier que le SDF, un parti qui a 30 ans d'existence, que ne serait-ce que dans un département comme le Mungo, on ne soit pas capable de présenter les listes aux élections. Que dans une région comme le littoral, on ne soit pas capable de présenter les élections, les listes dans tout le littoral. Moi, je crois que depuis 92, après 92, le SDF n'a plus d'ambition. Ceux qui sont ont la responsabilité à la tête du SDF n'ont plus d'ambition. Nous nous sommes contentés il y a longtemps à être la première force de l'opposition. Mais nous avons oublié qu'il y a d'autres personnes qui se préparent pour également challenger le pouvoir en place. D'accord. Je voudrais qu'on prenne donc le premier stop pour entrer dans le commentaire et l'analyse de l'actualité de cette semaine. Allons tout de suite à l'Assemblée nationale où je l'ai dit. On va d'abord voir le déroulé ou alors le compte rendu du renouvellement du bureau de la chambre basse, renouvellement qui a vu à nouveau la reconduction de Kava Yegué Djibril au poste de président de l'Assemblée nationale. Suivez plutôt. Sans surprise, Kava Yegué Djibril a rempli au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est au cours de l'élection des membres du bureau qui s'est déroulée ce 18 mars au Palais des Congrès, quelques heures après une réunion de concertation présidée par le secrétaire général du RDPC. Réunion sous fond de suspense, au cours de laquelle Jean Kueté a donné les consignes de vote du parti aux députés RDPC. Alors que les rumeurs annonçaient le remplacement de Kava Yegué Djibril en poste depuis 1992, le dignitaire du Mayo Saba, région du Nord, a été désigné candidat du parti à cette élection. Le RDPC étant majoritaire à la Chambre basse, c'est donc en toute logique que le président sortant a remporté l'élection en raflant 147 voix sur 162 votants, 15 bulletins ayant été déclarés nuls. À 81 ans, le président de l'Assemblée nationale s'est donné de nouveaux défis, dont les prioritaires étant entre autres les crises sécuritaires et sanitaires, l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir et mieux que par le passé de mériter cette haute
votre confiance. Également, sans surprise, les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale ont eux aussi été réélus à leurs postes respectifs. Le premier vice-président, Hilarion Eton, les 5 vice-présidents, les 4 questeurs, dont Joshua aussi du SDF, et les 12 secrétaires, notamment Cabral Libi du PCRN, tous réélus. Restons à l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour prendre la réaction de quelques députés suite aux travaux de cette semaine. Suivez plutôt. C'est une année très compliquée avec des défis sécuritaires, avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec la Covid-19, avec des problèmes sociopolitiques à tous les niveaux. Et donc nous aurons beaucoup de problèmes à résoudre et il faudrait qu'on soit à la hauteur et c'est ce que je souhaite pour cette année. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous ne faisons pas le débat par rapport aux âges des gens. Nous faisons le débat par rapport à ce que chacun est capable de faire et d'apporter. Les collègues qui font partie de ce bureau ont toute l'expertise et les compétences nécessaires pour faire en sorte que notre institution soit dirigée. Nous allons très certainement avoir à travailler pour faire en sorte que les situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir la pandémie du coronavirus, la situation du nord-ouest et du sud-ouest et aussi le contexte économique difficile, nous allons travailler pour que nous puissions apporter tout notre concours au gouvernement pour que cette période difficile puisse être traversée avec bonheur pour notre pays. Sur une autre polémique qui est celle du vaccin. Nous pensons au PCRN qu'en cas de doute en matière sanitaire, il faut absolument s'abstenir, surtout que sur la quinzaine de vaccins qui sont en progression dans le portefeuille de l'Organisation mondiale de la santé, il y en a d'autres. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un débat sur la crise anglophone à l'Assemblée nationale. Il y a des réticences, il y a des gens qui hésitent. J'ignore les raisons de ces réticences, de ces hésitations. Il faut qu'il y ait ce débat. Il faut qu'ici, à l'Assemblée nationale, qu'on ouvre le débat sur la question du fédéralisme. Que les uns et les autres s'expriment. Rien n'empêche que dès maintenant, que l'on puisse ouvrir ici le débat pour qu'un correctif soit fait sous forme d'ordonnance, pour que déjà nous rentrions en adéquation avec la loi et que l'essor de nos collectivités territoriales décentralisées change. Voilà, Cabral Libi, Kompita Damou du SDF, PCRN et entre autres Joshua aussi du SDF, Cabral du PCRN, j'ai dit Kompita Damou de l'UDC et puis Joshua du SDF. Alors, monsieur le maire, cette élection, que vous inspire-t-elle? Le bureau pratiquement reconduit? Bon, disons que les Camerounais ne sont plus intéressés par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes tous députés et on n'attend pratiquement rien de l'Assemblée nationale. Je ne me souviens pas, depuis Mathusalem, je ne me souviens pas que l'Assemblée nationale a déjà objecté en ce qui concerne les lois qui ont été proposées par l'exécutif. Comme a dit quelqu'un, ce qui est important, ce n'est pas l'âge, c'est ce que chacun apporte. Parce que, figurez-vous, comment vous pouvez justifier qu'une crise assez aiguë comme celle qui se passe au Nozo, que cette crise ne soit pas débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons connu quand même un scandale qui est celui de la CAN. Mais dites-moi, pour quelle raison est-ce que les députés au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas appropriés de ce sujet pour demander des comptes? On parle quand même des milliers de milliards qui ont été mobilisés à ce sujet. Donc, pour moi, en ce qui me concerne personnellement, on a beau dire n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut que les partis politiques doivent participer à la vie politique, certainement à travers des élections et autres. Mais nous constatons que, quoi qu'on puisse dire, particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de flux qui peuvent être portés. Il y a une certaine majorité obèse qui bloque tout. Et si vous avez certainement suivi le discours du président Kaba Yégué, après son maintien, je crois que son discours s'est adressé directement au président de la République. Il n'a même pas eu la sagesse de remercier ceux qui l'ont porté au péchoir. Donc ça suppose également qu'au niveau de notre pays, il faut reconnaître que c'est l'exécutif qui a la même mise sur tous les pans de notre pays. C'est-à-dire que ce soit sur les autres pouvoirs, que ce soit judiciaire, législatif
et même, je dirais, même au niveau des médias. Parce que... au niveau des médias. Bon, je vais dire surtout médias nationaux, mais n'oubliez pas également aussi qu'il y a des médias ici qui sont créés à dessein. Donc moi je pense pas que au niveau oui, donc c'est pour dire que quoi, c'est pour dire que c'est assez désolant de constater que ce sont les autres qui à chaque fois nous interpellent sur des préoccupations que nous avons dans notre pays. D'accord. Ça permet donc qu'on embraye rapidement avec la crise dans le nord-ouest sud-ouest qui nous permettra de parler juste après de la décentralisation. Et pour cela, je vous suggère de regarder cet autre élément qui revient sur un fait marquant de cette semaine dans le sud-ouest notamment, la neutralisation, pour parler dans le jargon comme dans le jargon militaire, de quelques chefs de guerre ou alors séparatistes par les éléments du bataillon d'intervention rapide. C'était il y a quelques jours seulement. Like the others, the elements of the Rapid Intervention Battalion, led by Colonel Maïdong Désiré, have once again neutralized the dreaded General Amuro Scandal, fondly referred to as General Spirito. Just, first of all, to testify that General Spirito is no more. He has been neutralized by our defense forces. And we know, all of us know who was General Spirito. A very big criminal operating in Baifue, Boabakundu, Baipanya, all those areas. Even Bole, time to time was the one coordinating those activities there. Many people have been killed by this criminal and his boys. He went to Konotiti site where he has planned many attacks in Bobongo, Dekora, and some other places. And there we know it very well. We lost some of our element. But today, due to the bravery of our forces of law and order, he has been neutralized. The deceased, who was in his early 30s, was killed in an operation in Fire Bakundu in Bonge subdivision, Memel division of the Southwest region. Let me continue to highlight it here that the Amber fighters, they are not having other way out. Only way out is to surrender and to join the DTI. Let us say, I gave firm instruction to welcome them. It is what we are doing. Today, General Godi is alive. General Nambere is alive. But all those who are refusing to follow that voice, the voice of the head of state, they can be sure that they have nowhere out. They are going to be neutralized. That is why, like the father of the division, let me continue to advise them that in the meantime for them to join the good side, which is the one of following the appeal sent to them by the Excellency Paul. Once more, congratulations to the work well done, our forces of law and order. Thank also to the sincere collaboration of the population, who I know it very well are today tired of those Amber boys. Thank you. The corpses of General Spirito and one of his unholy disciple were transported by helicopter alongside the 3 others severely injured to the headquarters of the 6th Military Battalion of the Rapid Intervention at the Mapanda neighborhood in Kumba. Parlons donc de cette décentralisation, l'un des pans du grand dialogue national qui a regroupé évidemment l'élite et quelques acteurs de la société, d'ici et d'ailleurs, parlant du Cameroun, pour réfléchir sur la résolution de cette crise, c'était la mise en œuvre de ce qu'on appelle désormais la décentralisation. Vous êtes un maire, vous êtes un élu local. Quelques mois après cette décentralisation, quelle appréciation faites-vous, vous qui êtes en contact direct avec le peuple? Bon, je voulais déjà commencer par dire que c'est assez regrettable tous ces mots que nous enregistrons dans ces différents conflits. Nous, au SDF, nous disons que nous ne sommes pas pour la partition du pays. Mais nous pensons que cette guerre fratricide aurait dû être évitée. Et ça cause beaucoup de tort au pays, que ce soit sur le plan humain que sur le plan économique. Et si vous voyez aujourd'hui la recrudescence des violences dans le nord, c'est dû au fait que
un certain nombre de forces armées qui défendaient cette région sont affectées au niveau du sud-ouest. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une guerre que nous nous entretuons entre nous. Et c'est l'occasion d'interpeller le gouvernement une fois de plus en disant que on ne peut pas gagner une guerre contre son peuple. C'est pratiquement impossible. Maintenant, pour embrayer à votre question, voyez-vous, si nous revenons par exemple, je crois que c'était en 96, où il y a eu la tripartite. C'était en 90 ou en 92. La tripartite. Oui, la tripartite, 91-92. Bon, voilà. La réunion tripartite. Voilà. Donc moi, c'est 91. Voilà. Moi, je voulais dire une chose. C'est que si vous avez remarqué, c'est toujours parce que quand le gouvernement est dos au mur, qui préconise ce type de solution. Et le dialogue, le fameux dialogue national, nous pouvons dire que c'est une constatation qui a accouché d'une souris. Moi, je suis aujourd'hui maire. Que ce soit les maires du SDF, que ce soit les maires du RDPC, nous réclamons à corps et à cri cette décentralisation, la vraie décentralisation. Il était dit en 2020 que les transferts de compétences accompagnés des moyens devaient être effectifs. D'accord. Mais nous nous rendons compte qu'en 2020, ça n'a pas été possible. On a évoqué toutes sortes de sujets pour justifier. Nous voici aujourd'hui en 2021. Ce n'est pas également fait. Vous pensez que ce dialogue national, qui naturellement a été engagé pour régler les problèmes du Nozo, nous ne pouvons pas dire que ça a véritablement avancé. Et c'est pour cette raison que la confiance que les populations aujourd'hui peuvent donner à l'État a presque disparu. Parce qu'on se rend dans l'évidence que l'État ne tient pas sa parole vis-à-vis de sa population. Qu'est-ce qui coûte à l'État de décentraliser? On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, le chef de l'État demande d'accélérer la décentralisation et il y a des collaborateurs qui freinent des quatre fers pour que cette décentralisation ne soit pas effective. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que le chef de l'État a donc perdu la main ou quoi? Donc, aujourd'hui, la véritable question qui se pose, c'est de savoir quelle sera la suite. Notre pays est à la croisée des chemins. Et il devient urgent et indispensable que cette décentralisation prenne corps. Il n'y a pas une autre façon de développer ce pays que la décentralisation. Et quand vous entendez la plupart des temps, les gens monter au créneau et vous disent que cette année, on a transféré 50 milliards de francs aux collectivités territoriales décentralisées. Mais ça, c'est un gros mensonge. Parce qu'en réalité, ce transfert de compétences se fait comment? Ou ce transfert de moyens se fait comment? On vous envoie un simple carton sur lequel on a inscrit un montant et la dépense. Vous engagez à travers la commission de passation des marchés. Et quand vous avez engagé à travers la commission de passation des marchés, votre rôle s'arrête là. Puisque vous-même, au niveau du paiement, le contrôleur financier aujourd'hui est le contrôleur départemental. Ce n'est plus au niveau de la commune. Donc ça fait que même quand vous passez un marché et qu'il y a une économie budgétaire, vous êtes dans l'incapacité d'utiliser cette économie. Donc vous voyez, quand on parle par exemple de décentralisation, on ne devait pas transférer les moyens aux communes et que l'État soit encore propriétaire de ces moyens. Donc c'est là. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments que vous, en tant que maire, dans la gestion quotidienne que vous initiez, que vous gérez, vous contrôlez, et puis pour lequel vous rendez compte au conseil municipal Non, vous savez, en réalité, moi je vais... écoles, par exemple, non, moi je vais dire... maternelle, quelques activités au niveau des marchés, attendez, la voie publique. Non, ça, moi je vais dire que ce qui est fait par le passé reste. Mais les compétences qui sont transférées au niveau des communes, ces compétences ne sont pas exercées. Prenez par exemple le cas des écoles, comme vous venez de parler. Ouais. Mais est-ce que c'est moi qui affecte les maîtres? Est-ce que c'est moi qui nomme le directeur d'école? L'inspecteur d'arrondissement, est-ce que c'est moi qui le nomme? Comment est-ce que je fais pour utiliser le maître, le directeur d'école? Et vous oubliez que nous sommes dans une situation, dans un pays où, quand on fait les lois, les décrets d'application peuvent faire 20 ans pour arriver. Alors que dans un pays normal,
quand on prépare une loi, on prépare effectivement avec le décret d'application pour permettre que l'objectif qui est recherché dans ce processus, que ça puisse être atteint. Selon vous, que faut-il concrètement faire en un ou deux mots pour mieux appliquer la décentralisation, notamment au niveau des collectivités territoriales décentralisées? Moi, je crois que l'État doit être sérieux et que dans le cadre des lois, que les lois, qu'elles soient complètes. Quand on crée une loi et qu'on dit que le décret d'application doit être pris bien après, comment est-ce que vous pensez que ces lois peuvent être fonctionnelles? Si vous prenez par exemple le cas des substances minérales non concessibles, c'est ce que nous appelons les carrières et autres, qu'est-ce qu'on peut, pour quelle raison est-ce que le décret d'application ou le cadre réglementaire traîne? C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas perdre un certain nombre de préventes qu'ils avaient déjà auparavant. Donc, si l'État veut que la décentralisation marche, il faudrait qu'il y ait que le texte soit complet et qu'en plus, que ces véritables pouvoirs soient transférés. Je voudrais également dire qu'il y a des fonctionnaires qui font des cartes fer. Je vais prendre par exemple le cas des ressources en eau, souterraines ou superficielles. Les compétences ont été transférées et les modalités d'utilisation de ces compétences ont été également transférées. Nous avons pris une délibération qui a été validée par le préfet. Et nous demandons par exemple à nous faire accompagner par le sectoriel. Mais le sectoriel nous dit qu'il attend l'ordre de sa hiérarchie. Alors que les compétences ont été transférées, le cadre réglementaire a été défini. Donc vous voyez, dans ce genre de situation, on se rend à l'évidence que l'homme fonctionnaire ne veut pas de la décentralisation au Cameroun. Et c'est ça qui pose problème. Je voudrais finir votre question en revenant sur un point qui concerne le SDF. Je voudrais dire aux camarades du SDF de ne pas se laisser prendre au piège. Si M. Ninthieu a besoin et veut être le président national du SDF, qu'il attende au Congrès et présente sa candidature. Pour l'instant, on n'a pas besoin de toutes ces gesticulations pour davantage jeter l'opprobre sur le parti. Le parti a besoin d'être restructuré. Parce que quand monsieur aussi, par exemple, demande à avoir une confrontation avec M. Ninthieu, je dirais, monsieur Ninthieu demande à avoir une confrontation avec monsieur aussi, je dirais que moi-même, je demande à avoir une confrontation avec monsieur Ninthieu. Il est président régional depuis 17 ans. Il peut justifier que qu'est-ce qui fait que la région du littoral aujourd'hui a perdu autant d'élus. J'ai dit dans ma correspondance que j'ai pondu que c'était des tricheurs et des usurpateurs à la limite. Et je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Et quand on fait la liste, ces gens sont toujours tête de liste. Ils savent que dans la configuration actuelle, quel qu'en soit le cas, le SDF aura un certain nombre de voix qui peut donner lieu à au minimum un siège. Et c'est pour cette raison que certaines personnes veulent faire tout et tout pour se maintenir à un certain poste. Donc moi je crois que notre parti aujourd'hui n'a pas besoin de tous ces spectacles. Et nous demandons à ces différents élus d'arrêter. D'arrêter. Et j'interpelle à cette occasion le chairman. Parce que si vous êtes dans une maison, vous êtes responsable dans une maison, en tant que parent d'une maison, et qu'il y a des préoccupations dans la maison et que vous n'intervenez pas, ça veut dire que vous êtes un complice tacite. Donc il faudrait que le chairman, en sa qualité de président national, puisse taper du poing sur la table et demander que ce genre de situation s'arrête. Nous n'avons pas besoin de ça. Le SDF a un potentiel. Et je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, le SDF peut être à la traîne. Nous avons un certain nombre de propositions que nous avons faites. Que ce soit sur le plan régional, départemental et national, ça n'a jamais été pris en compte. Et si moi, en tant que cadre du SDF, je suis à mon deuxième mandat en tant que maire de la commune de Loum. En 2013, j'ai été élu avec 51%. En 2020, j'ai été élu avec 52%. Ça suppose que les stratégies que je propose, quand même, ont une certaine valeur. Sinon, je ne serais pas maintenu à mon poste. Donc, il faut dire que monsieur aussi, Ninthieu lui-même qu'il dit, j'ai pris des initiatives pour mettre la candidature, pour présenter les listes du SDF dans tout le département du Mungo à mes frais. Il a donné son assentiment au départ et par la suite il s'y opposait sur le prétexte que je vais être président régional. Alors, qui est donc... Alors, on peut donc accuser qui dans ces circonstances? Donc, je crois que M. Ninthieu est très mal placé
pour apporter des jugements de valeur sur qui que ce soit. Nous avons besoin de nous concentrer sur notre parti, réformer le parti. Et quand on dit que le SDF doit retourner au SDF originel, et quand j'entends peut-être monsieur aussi dire qu'il faut être radical, non, on ne peut pas être... Monsieur Nietzsche vous dit qu'il faut être radical. On ne peut pas être jusqu'au boutiste. Le pays a progressé. Le pays a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Il faut mettre une pression sur le gouvernement en place, mais nous ne pouvons pas être tout le temps dans une guerre. Nous n'avons pas besoin de ça. Le parti a besoin d'avoir des stratégies qui puissent permettre au parti d'avoir des élus. Et si nous avons des élus progressivement, en mettant sur pied un certain nombre de stratégies, on peut conquérir le pouvoir sans aucune difficulté. C'est compris. Je voudrais donc peut-être une dernière question. Vous sentez-vous en capacité, en ambition, d'aller à la conquête du SDF, du parti? Moi, je voudrais dire que, pour être honnête, moi, je ne pense pas que je ne peux pas focaliser, je ne veux pas mettre ma personne en avance. D'accord. Moi, l'intention pour moi, l'objectif pour moi, c'est que le parti puisse être restructuré. Toutefois, si je suis sollicité ou que je pense que je peux apporter une pierre à la construction du SDF en tant que peut-être président national, moi, je n'hésiterai pas. Mais je ne voudrais pas aujourd'hui focaliser sur ma personne une certaine candidature. Ça, c'est de l'égoïsme. Et on n'a pas, en ce moment, le SDF n'a pas besoin de tout ça. Il y a suffisamment de personnes avec des qualités au SDF, mais nous pensons qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Nous déplorons le fait que certains cadres du parti ont développé une certaine proximité avec le régime en place, en telle enseigne que ça a entaché le parti. Parce qu'il faut le dire de façon honnête, le SDF aujourd'hui souffre de ces cadres. D'accord. Cela dit correction pour correction ou alors précision pour précision. Je voudrais rappeler, effectivement, on parlait de la tripartite tout à l'heure. Elle a démarré le 30 octobre 1991. Vous le savez, la tripartite, c'était ce forum national qui a réuni un certain nombre d'élites politiques, de la société civile et bien d'autres corps de la société pour parler des questions du Cameroun. Et cette tripartite a d'ailleurs été à l'origine de la constitution, ce qu'on appelle la constitution de 96, et d'un certain nombre de réformes, dont la préconisation de la décentralisation. Retour sur le fil de l'émission, parlons à présent de la Covid. Le ministère de la Santé publique a réuni à Yaoundé cette semaine un certain nombre d'acteurs de la société pour évoquer la question et certainement voir les orientations à prendre pour l'avenir. Suivez ce reportage. Suite à la résurgence inquiétante du coronavirus, le ministre de la Santé publique a ouvert ce matin 18 mars une série de concertations, d'abord avec les ordres professionnels de santé. L'idée est de solliciter leur contribution sur le front de la riposte, notamment en ce qui concerne le débat ouvert relatif à l'introduction du vaccin anti-Covid. Que ce soit les ordres professionnels, que ce soit les associations savantes, que ce soit un certain nombre de les syndicalistes même, on ne les a pas entendus dans ce débat-là. Or, je pense que vous êtes mieux placés pour prendre part à ce débat. Pressenti dans la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus au Cameroun, l'administration de l'AstraZeneca aux populations a été suspendue dans une douzaine de pays européens, suite à des effets secondaires possibles et signalés. Par mesure de précaution, le Cameroun s'est aligné à cette démarche, tout en poursuivant les recherches en vue de trouver des solutions définitives pour éradiquer cette pandémie, même dans la médecine traditionnelle. Ce qui justifie l'échange avec les promoteurs des médicaments traditionnels qui ont également été invités à donner leur avis sur le vaccin anti-Covid. Il est question pour nous, pas de contraindre qui que ce soit à se faire vacciner, mais de disponibiliser le vaccin au moment où nous en aurons certainement besoin, ou si jamais nous n'avons pas besoin, que le vaccin soit quand même à côté là. Des échanges en sortiront des recommandations en vue de renforcer la stratégie de riposte basée prioritairement sur le respect scrupuleux des mesures barrières au quotidien. Coronavirus, une question évidemment qui fait beaucoup parler à travers le monde, au Cameroun aussi. Guy Mesmin, cette question évidemment ne met pas tout le monde d'accord. Je veux dire pour le débat au niveau national, il y a les praticiens qui ont leurs solutions, il y a la médecine moderne qui en parle, le conseil scientifique dit attention au vaccin, regardons d'abord, observons, le gouvernement n'a pas encore pris une décision définitive. Donc on pense d'ailleurs qu'il y a un tâtonnement de ce côté. Bon, disons que c'est vrai que je n'apprécie pas
certainement la façon dont le Covid a été géré dans notre pays, surtout dans le cas de la communication, et les mesures d'accompagnement pour lutter efficacement contre le Covid. Toutefois, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas contre le fait que le gouvernement observe une certaine prudence. Il y a beaucoup de suspicions en ce qui concerne les vaccins, quant à ce qui concerne les effets secondaires. Donc, il va de soi que le gouvernement reste prudent. Mais je pense que là où le gouvernement a péché, c'est de ne pas favoriser les solutions endogènes. Nous avons observé que ce soit le monseigneur Cléda et d'autres ont développé des traitements qui marchent. Et on ne peut pas le dire tout de go, puisque la Réunion d'ailleurs a réuni un certain nombre disons que c'est dû aux critiques formulées par les uns et les autres que le gouvernement s'est rattrapé là-dessus. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est à Madagascar ou c'est à l'île Maurice, ils ont développé un brevet. Ils ont déposé un brevet pour une découverte. Et la découverte concernait les cellules. Parce qu'en réalité, ces différents virus ont besoin d'avoir un support sur lequel ils doivent se fixer pour peut-être se multiplier. Alors, ces chercheurs ne se sont pas focalisés sur le virus, mais ils se sont focalisés sur les cellules qui devaient héberger, par exemple, ces virus. Et ils ont trouvé le moyen de ne pas permettre à ce virus de se fixer sur ces différents virus. Et ça, c'est comme ça des solutions endogènes. Donc, nous disons qu'au niveau de notre pays, la pharmacopée traditionnelle doit être en avant-garde. On doit certainement donner les moyens pour moderniser, permettre à la pharmacopée traditionnelle de développer des médicaments avec peu de toxicité. Or, c'est ce qui n'est pas fait. Je voudrais également dire que, vous voyez, il y a beaucoup de sommes qui ont été dépensées autour de ce Covid. Mais si vous demandez aux uns et aux autres à quoi a effectivement servi ces fonds, vous n'allez pas trouver à quoi a servi également à servir ces fonds. Nous disons que nous sommes assez gênés de constater que quand on parle par exemple de lutte contre le Covid, on a l'impression que cette lutte concerne uniquement les grandes villes. Et il faut également dire que à un moment donné, le gouvernement s'est comporté comme si la maladie n'existait plus. Ce qui a fait que les populations se sont dit, bon, certainement on a vaincu la maladie. Et moi, je profite de l'occasion pour dire que cette maladie, elle existe vraiment. Tant que vous n'avez pas perdu un proche, vous ne pouvez pas être conscient que cette maladie existe. Et moi, j'ai perdu une belle-mère qui est allée rendre visite à sa soeur, atteinte du Covid, et elle est rentrée et en est morte du Covid. Elle a été enterrée avec une certaine rapidité telle qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas pu faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour dire que cette maladie existe et il faut que les Camerounais se prennent vraiment en charge. Nous devions adopter les mesures de précaution ces mesures qui ont été prises dès le départ. Les Camerounais ne doivent pas se laisser aller sous le prétexte que l'homme noir est suffisamment fort pour résister à la maladie. Je crois que cette maladie, quand elle vous attrape, d'autres pathologies peuvent vous faire succomber à cette maladie. Donc, disons qu'en ce qui concerne le Covid, nous exhortons les uns et les autres à observer les différentes règles qui ont été prescrites, surtout à se protéger et protéger également leurs familles. Autre fait social qui a marqué l'actualité cette semaine dans les écoles, ou du moins depuis quelques semaines d'ailleurs, dans les écoles, on a pu voir à travers les réseaux sociaux que les jeunes se laissent souvent aller à la facilité, notamment à la légèreté en ce qui concerne les mœurs. Et du côté de Yaoundé, nos reporters sont allés à la rencontre d'un syndicaliste, le président du syndicat des enseignants indignés, qui donne sa réaction. Suivez plutôt. Violence et sexe au milieu scolaire, le sujet est au cœur des débats depuis quelque temps. Cela fait suite à une recrudescence inquiétante des vidéos mettant en scène des élèves en pleine partouze. Au moins 10 cas ont été signalés en l'espace de 2 mois dans plusieurs villes du Cameroun, notamment Douala, Yaoundé, Kribi et Koumba. Comment comprendre ce phénomène qui embarque des mineurs de 13 à 18 ans pour la plupart? Selon ce leader d'un syndicat d'enseignants,
Au sujet des violences, les responsabilités sont partagées. Les parents, ils sont nombreux qui sont plus préoccupés par le gagne-pain que par l'éducation de leurs enfants. Aussi, il y a la responsabilité des autorités, je veux dire des pouvoirs publics. Il y a des textes de plus en plus qui protègent l'élève. Il y a également la responsabilité des enseignants. Il est possible que certains collègues en fassent un peu trop. Sur le goût prononcé, manifesté par les mineurs pour les activités sexuelles, le libertinage des enfants est la principale cause, explique-t-il. C'est la société dans laquelle nous vivons qui est responsable de ces histoires de partous en milieu scolaire ou alors les partous impliquant nos élèves. Prenez la mauvaise télévision par exemple, ils sont nombreux les médias qui montrent quels sont les contenus des films. Quels sont les contenus des chansons même? Les thèmes, ce sont des histoires de la nudité. Regardez les vidéos de ces chansons-là. Vous pensez que ces enfants-là ne voient pas ces choses? Internet. Ces enfants, ils vont dans Google et vous savez ce qu'ils vont chercher dans Google. Ce n'est pas pour s'éduquer, ce n'est pas pour compléter ce qui leur a été donné à l'école. Ils vont chercher de la pornographie là-bas. Alors, où est passé le contrôle parental? Ces enfants ont également choisi l'opportunité de la mi-temps pour se livrer à leurs histoires de chillings et de partous là. Si vous interrogez bien la mi-temps, elle y est pour beaucoup. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de mi-temps. Seulement, au-delà d'une suppression des mi-temps qui avait été instaurée l'année dernière en raison du coronavirus, le syndicaliste appelle à un suivi rigoureux des enfants. Il faudrait que les parents veillent à l'éducation de leurs enfants, un marquage à la culotte. Qu'est-ce que leurs enfants consomment dans leur téléphone portable? Qu'est-ce que leurs enfants consomment à la télé? Qu'est-ce qu'ils consomment sur Internet? Il faudrait bien y jeter un coup d'œil. Il faut que les parents se rapprochent de l'établissement pour le suivi de leurs enfants, pour ce qui est de la discipline. Ils sont nombreux qui ne le font pas. Il faut injecter beaucoup d'argent pour la sécurisation des établissements scolaires. Je pense qu'il y a un organe régulateur de ce qui passe à la télé. Alors, que font les pouvoirs publics à ce niveau? Point d'interrogation. Une équation dont la résolution s'avère difficile au regard de l'évolution exponentielle du numérique dans la société, y compris les établissements scolaires, avec les défis, surtout en termes de régulation, que cela entraîne. Avant peut-être de commenter cette actualité avec l'invité, prenons cette dernière note de ce soir. L'entraîneur sélectionneur national, vous le savez, Antonio Conceição, a convoqué 37 joueurs en vue des rencontres de la 5e journée qui se joue, celle-là, le 26 mars du côté de Praia, c'est au Cap-Vert, et le 30 mars, ici à Douala, au stade de Japoma. L'entraîneur a donc convoqué ces joueurs. En attendant cela, il a donné une conférence de presse explicative cette semaine à Yaoundé. Suivez sa réaction. Que possam ter essa possibilidade de ver a seleção principal. E é importante que vocês... je le répète, la porte des Lions Indomptables elle est ouverte à tout le monde, indépendamment de leur âge, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient un peu plus âgés. Moi, ce qui me préoccupe ici, c'est la qualité. Nous, on fait un travail de continuité, un travail d'observation. On a suivi tout le CHAN et la préparation du CHAN, tous les matchs de l'équipe du CHAN, tous les matchs de l'équipe des U20. On sait même, les U20, on n'a pas attendu tout simplement qu'ils aillent à la CAN pour les suivre. On les a même suivis ici lors de leur préparation pendant le CHAN, ici à la maison. Donc ce sont des joueurs et des équipes que nous connaissons très bien. Si vous pouvez voir, il y a aussi un travail de continuité par rapport au U23 où le coach Rigobert Song, en échange avec le coach, c'est un travail de continuité. On retrouve beaucoup de joueurs qui sont passés dans les sélections inférieures, dans notre sélection principale. Moi, ce qui me préoccupe en tant qu'entraîneur, c'est de trouver le juste milieu et de trouver le bon équilibre pour l'équipe. Et moi, ce qui compte, je le répète, c'est la qualité du joueur. On a fait nos observations, on a analysé sur différents points, et moi, en tant qu'entraîneur, ce que je recherche pour mon équipe. Donc, j'ai fait ce choix-là, mais tous les autres joueurs, ils sont suivis de très près. Donc il n'y a aucun joueur qui soit du championnat camerounais ou qui soit à l'étranger qu'on ne connaisse pas. On connaît tous ces joueurs-là et moi je fais mes choix par rapport à ça. Et puis pour venir ici en sélection du Cameroun, c'est pas nos états d'âme qui vont nous faire on vient pas, on vient pas. Il faut le prouver par des actes. Quand on veut venir en sélection, on le prouve par des actes.
Mais le stage, il est fait pour commencer le dimanche soir à Douala. Pour ressortir de l'émission, Guy Mesmin, Kouyaté Wambo. Alors, un mot sur cette actualité qui concerne la jeunesse, notamment la jeunesse scolaire, dont on a vu le reportage et ces images qui circulent sur les réseaux sociaux, du côté de Kribi, du côté de l'extrême nord, du côté de Yaoundé, même ici à Douala, dans d'autres villes du Cameroun. On a l'impression que la dépravation des mœurs est véritablement, définitivement rentrée dans les écoles et à un niveau assez élevé. Bon, disons qu'il faut le déplorer, reconnaître pour le déplorer. Et certainement, l'analyse qu'a fait un expert tout à l'heure, je pense qu'il ne prend pas en compte un certain nombre d'éléments. Les parents aujourd'hui sont très préoccupés à satisfaire les besoins des enfants, à trouver de quoi vivre. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que l'homme camerounais est clochardisé dans leur ensemble. Quand vous voyez le niveau des salaires au Cameroun, ça ne permet pas aux gens de vivre décemment. Donc les parents sont assez préoccupés par la recherche de la pitance à telle enseigne qu'ils oublient l'essentiel. Et il faut aussi dire qu'au niveau de nos écoles, il y a le programme scolaire qui devait être revu pour que la morale et un certain nombre d'éthiques soient intégrés aux enseignements. Et ce fameux droit des enfants dont on se provoque tous les temps, je pense que c'est également quelque chose qui ne permet pas que ces enfants soient disciplinés. Je me souviens à notre époque, ce n'était pas facile que ce genre de choses se passe parce qu'il y avait une certaine rigueur, il y avait une certaine discipline qui était incarnée par les enseignants et autres. Mais aujourd'hui, il y a des parents, si vous grondez même leurs enfants, on a vu par exemple les hommes en tenue venir bastonner les enseignants au point que ces enseignants se retrouvent à l'hôpital. Donc c'est pour dire que il faut repenser la société dans son ensemble. Et moi je crois qu'il faut réglementer l'octroi des téléphones aux enfants et également les programmes de télévision qui sont suivis par les enfants. Il faut dire également que la dépravation ne vient pas que des enfants, même les adultes. Quand vous regardez aujourd'hui les chansons, la musique qui est écoutée aujourd'hui, ces musiques aujourd'hui parlent la plus vulgairement du sexe. Et si vous allez aujourd'hui fouiller le téléphone des enfants, le téléphone des enfants est plein de films porno. Donc c'est pour dire qu'il faut absolument que les parents redeviennent vigilants. La vie est dure, mais ça ne sert à rien de bosser pour ne pas avoir une progéniture capable de prendre la relève demain. Donc c'est pour cette raison que moi, de mon point de vue, il faut avoir une certaine dureté en ce qui concerne l'éducation des enfants. Moi, personnellement, chez moi, les enfants, on ne s'amuse pas avec un certain nombre de choses. Les enfants ont des téléphones à un certain âge. La plupart de mes enfants ont eu le téléphone en seconde. Parce qu'en seconde, vous avez quand même au moins un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'apprécier des situations. Quand on donne assez tôt les téléphones aux enfants, ça leur donne la possibilité d'accéder à certains sites qui naturellement ne peut que les induire en erreur. D'accord. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci Guy Mesmin, Kouyaté Wambo, de vous être arrêté ici ce dimanche, notamment pour commenter l'actualité, davantage d'actualité chaude au sein du SDF. On espère évidemment que cela tiendra ou alors sera écouté dans votre parti, qui sait peut-être pour amener un peu d'ambiance. Merci monsieur Dipita, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je voudrais juste profiter de l'occasion une fois de plus pour dire qu'il n'y a aucun problème au SDF. C'est un problème de personnes. Ce sont deux personnes qui se battent pour je ne sais quoi et nous ne souhaitons pas que leur comportement puisse entacher le SDF. Le SDF reste debout et nous allons faire tout ce qui est possible, notre possible, pour remettre le SDF sur les rails. Demain, c'est lundi. À vous à la maison d'avance. Bonne semaine. Bonsoir.